si ces tirs se poursuivent, on n'en restera pas là. On n'en restera pas. Ils seront interpellés, désarmés et traduits en justice. Véhicules incendiés, pillages, interpellations. Hier, la capitale de la Nouvelle-Calédonie a connu de violents affrontements. La mobilisation a franchi un cap contre la réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral. Des images qui ont eu un écho jusqu'en Polynésie. C'est la une de cette édition. Ensuite, retour au Fénois où les préparatifs pour l'épreuve de surf des Jeux Olympiques se concrétisent. Après plus d'1 an de travaux, la passerelle Faworo est terminée. Nous étions à son inauguration ce matin. Diori Tahiti à La Réunion. La communauté polynésienne expatriée y a fondé une association en 2015. Objectif, faire vivre et partager notre culture. Nous avons assisté à un cours de danse mêlant polynésiens et réunionnais. C'est à voir à la fin de ce journal. Yaorana, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal du lundi 13 mai. On commence par cette nuit de violence qui a secoué la Nouvelle-Calédonie. Des tensions sont palpables depuis plusieurs jours, mais c'est dans la nuit de lundi que la tension est montée. Si un couvre-feu a été décrété à Nouméa, à Paris, les députés ont longuement débattu sur une réforme constitutionnelle, une réforme dénoncée par les indépendantistes du Caillou. Les explications d'Esther Cuneo en partenariat avec nos confrères de Calédonia. Des tirs de lanceurs de balles et de grenades se font entendre dans toute la capitale. Gendarmes mobiles et policiers sont aux prises avec de jeunes manifestants masqués sur plusieurs ronds-points, tandis que des feux ont été allumés sur la chaussée. À l'entrée de la capitale, Nouméa, les dégâts sont considérables. Plusieurs supermarchés ont été pillés et 2 concessions automobiles incendiées. Dans le sud-est de Nouméa, à Saint-Louis et à Saint-Michel, les gendarmes ont même essuyé des tirs à balles réelles. Des actes condamnés par le haut-commissaire de la République, Louis Lefranc. Je conjure vraiment ceux qui ont une influence sur ces jeunes, qui comprennent bien qu'utiliser une arme, c'est dangereux. D'abord pour ceux qui sont visés, parce qu'ils peuvent les blesser, voire les tuer, mais c'est dangereux pour eux-mêmes. Parce qu'en face, les instructions qui seront données par le Comgend sont des instructions précises. Situation de légitime défense, ça appelle à une riposte. Ils répliqueront. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés et qui passent à une tonalité d'actes et d'agressivité qui est totalement inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc je demande à l'autorité coutumière de dire à leurs jeunes de se calmer. Alors qu'un couvre-feu a été mis en place à Nouméa, à Paris, les députés se penchent sur la révision constitutionnelle dénoncée par les indépendantistes du Caillou. Car cette réforme prévoit d'ouvrir le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île. Une promesse de recolonisation pour les indépendantistes. La marche là, c'est pour dire que nous, ici à Tuo, on est déterminés. On est déterminés à dire non au dégel du corps électoral. L'autorisation nous a été donnée par notre conseil. Et nous voilà ici aujourd'hui pour venir installer les drapeaux, pour dire non au dégel du corps électoral. On espère que notre voix, notre dignité, notre fierté d'être un peuple, le peuple de Kanaki, soit écoutée au niveau de l'Assemblée nationale. Chargée de la mobilisation populaire, la cellule de coordination des actions de terrain a d'ores et déjà promis de durcir le ton en cas d'adoption du projet de loi. À Paris, pourtant, le ministre de l'Intérieur a appelé les députés à adopter sans modification cette réforme. Imaginons, chers amis, que vous viviez, travailliez, payiez des impôts dans un territoire depuis 25 ans, ou que vous soyez né sur ce sol et que vous ne puissiez toujours pas voter pour votre représentant régional, alors même que ces assemblées adoptent les lois qui régissent votre quotidien et déterminent les choix de votre territoire. De ce point de vue, l'élargissement de ce corps électoral n'est pas simplement une volonté politique, c'est une obligation morale pour ceux qui croient en la démocratie. Si le gouvernement central espère une adoption à l'identique, il faudra ensuite que le texte soit adopté par l'ensemble des parlementaires réunis en congrès à Versailles. Mais dans une tentative d'apaisement, Emmanuel Macron a rappelé qu'il ne convoquerait pas le congrès avant plusieurs semaines.
Le président de la République a également invité à Paris l'ensemble des partis pour une rencontre afin de relancer le dialogue. Et les événements de Calédonie interpellent également ici au Fénois. Ils sont suivis de près par la communauté calédonienne, par la classe politique ou encore par les spécialistes de la question. Mais ces émeutes auraient pu être évitées et comment en sortir à présent? Élément de réponse dans ce reportage signé Laure Philibert. Ces 3 femmes kanaks, issues de la même famille, sont footballeuses dans la zone urbaine de Papeete. Depuis hier, elles suivent attentivement les événements qui se déroulent dans leur pays. Elles sont contre le dégel du corps électoral. Je les soutiens aussi d'ici. Et oui, c'est dur aussi pour nous de voir ça de loin, car on n'est pas chez nous pour aussi être à leur côté. Oui, c'est vrai qu'on s'inquiète, parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener, tout ça. Non au dégel, c'est tout ce qu'on souhaite, car oui, on ne va pas supprimer nos coutumes, quoi. C'est quand même notre histoire, ça fait partie de notre culture. Depuis Paris, Temat Eilegaïk a rencontré ces derniers jours le FLNKS. Le député a participé jusque tard dans la nuit à l'Assemblée nationale aux discussions autour du dégel du corps électoral. Moi, ma position, elle est claire, c'est celle de l'ensemble des partis de gauche. C'est une position qui vise à trouver un accord global dans ce processus de décolonisation. L'objectif de l'ensemble des partis politiques calédoniens, on l'a entendu encore ce soir, c'est d'abord de trouver un consensus calédonien avant de venir devant le gouvernement français. Et nous, en ce qui concerne le Tavini Huirattira, on viendra en soutien. Et j'appelle à ce que le président Moetai Broderson, le président Tony Geros, qui sont les présidents du pays le plus proche de la Nouvelle-Calédonie, qui puissent également, si la Nouvelle-Calédonie le souhaite, si le gouvernement français le souhaite, entrer dans les discussions de manière à trouver des ponts pour établir un espace de dialogue, de paix. Une position de médiateur proposée également par le président du pays. Nous sommes avec vous en soutien moral. Il faut vraiment essayer de faire que la sagesse l'emporte. Voilà. C'est le message que je voudrais adresser aussi bien donc, aux Calédoniens qu'à la classe politique hexagonale. Donc de bien mesurer et de bien peser tout ce que vous allez décider ce soir et dans les jours qui viennent. Et bien sûr, s'il y a besoin que depuis la Polynésie française, nous fassions peut-être un travail de médiation, nous sommes à la disposition des uns et des autres. Pour le politologue Semir Alouardi, ces débordements auraient dû être anticipés. Autant on était dans une discussion de paix, on essayait de trouver des solutions avec les accords Matignon-Oudinot puis l'accord d'Ouméa, autant aujourd'hui l'État va beaucoup plus vers cet affrontement, vers cette radicalisation en imposant évidemment ce dégel alors qu'une grande partie de la communauté calédonienne, c'est-à-dire essentiellement les Kanaks, sont contre. D'abord, je suis inquiet parce que c'est quand même une atteinte au peuple premier, et ça, dans le cas de la République, en 2024, c'est intolérable. La France a déjà perdu pied en Afrique, il ne doit pas perdre pied, en tout cas dans la vision française, aussi en Océanie, et c'est là où on ne comprend pas très bien l'attitude de l'État en Nouvelle-Calédonie. L'examen de la réforme constitutionnelle, suspendue, reprendra ce mardi à l'Assemblée nationale. Et vous pouvez suivre l'évolution des tensions en Calédonie sur notre site d'actualité TNTV News. En politique, toujours, le 13 mai 2023, Moetai Broderson a été élu président de la Polynésie française. Un an après, où en est le Tavini Huirattira dans sa quête de l'accession à l'indépendance? Sam Tainaore et Aroma Teri Tehau font le point. En conséquence, je proclame M. Moetai Broderson élu président de la Polynésie française avec 38 Avec 3 députés à l'Assemblée nationale, la présidence et une majorité confortable à l'Assemblée de la Polynésie et la présidence du pays, le Tavini Huirattira domine le paysage politique polynésien. Mais l'indépendance n'est pas pour tout de suite. Il y a une partie du peuple polynésien qui croit en ce statut d'autonomie. Je suis le président de tous les Polynésiens. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui.
Dès ses premiers pas dans le costume de président de tous les Polynésiens, Moetai Broderson a tenu à honorer le statut d'autonomie du 29 juin 1984. Et comme en signe de cohésion, Eric Spitz a été le premier haut-commissaire de la République à commémorer avec les indépendantistes la perte de la souveraineté maori. La population de Fa'a, que nous vous accueillons, que nous vous disons merci. Merci du fond du cœur d'être venus. Il faudra attendre le mois d'octobre et la 4e commission de l'ONU pour espérer une nouvelle étape dans la lutte du Tavinhuiratirra dans l'accession à l'indépendance. L'État français reste ouvert à la discussion, mais ne lâche rien. La Polynésie française n'a aucune place sur la liste des territoires non autonomes sur laquelle elle est inscrite depuis mai 2013. Et ça a été l'occasion pour moi de lui dire évidemment le désaccord qui est le nôtre avec le fond de son discours, qui est une porte fermée finalement par rapport aux négociations à l'ONU. Alors évidemment, M. de Rivière n'est que le messager, c'est une politique qui est décidée à Paris. Et donc moi, c'est ma mission en tant que président de la Polynésie, de discuter donc avec Paris de ce que désire le Tavini, mais aussi de ne jamais oublier dans ma discussion avec l'État de penser à ceux qui aujourd'hui ne sont pas du Tavini en Polynésie et qui ont aussi un mot à dire. La mission du Tavinhuiratirra à l'ONU se solde quasiment par un échec qui va diviser le camp indépendantiste avec ce qu'on pourrait qualifier de branche radicale d'un côté et une branche modérée de l'autre. En avril dernier, une mission sénatoriale venait au Fénois évaluer les possibilités d'évolution statutaire de la Polynésie française. La position de Moetai Broderson est restée la même. Je suis aujourd'hui président issu du parti indépendantiste, mais de la Polynésie française dans le contexte constitutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà quelle est ma vision des choses sur les possibilités d'évolution, sur les nécessités d'évolution, expliquer un peu les divergences d'opinion entre le camp autonomiste et le camp indépendantiste sur ces sujets, en tout cas ma perspective, et puis même également au sein du mouvement indépendantiste, les différents courants d'idées, puisque là, c'est pas un secret particulier. On n'a pas forcément tous, on a le même objectif, mais on n'a pas forcément tous exactement la même idée du parcours pour y arriver. Malgré son omniprésence dans les institutions locales et nationales, le Tavinhuiratirra semble toujours rencontrer des difficultés pour faire accéder la Polynésie française à son indépendance. Pire, les divisions au sein du parti semblent s'accentuer. On poursuit avec cette triste information révélée par nos confrères de Polynésie la Première. Une jeune femme âgée de 21 ans est décédée sous les coups de sa mère. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche sur l'atoll de Rangiroa. La mère a été placée en garde à vue le soir du drame. Une information judiciaire pour meurtre va être ouverte. Autre affaire au palais de justice, vous en avez sans doute entendu parler, il s'agit des coups de feu aux abords du cinéma Liberty. Les faits se sont déroulés en janvier 2022 et ce matin, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire au 13 août. Un renvoi sollicité par l'avocat du principal mis en cause. La santé et les conditions de détention de son client seraient, je cite, extrêmes et compliquées. Nous écoutons les précisions de Maître Benoît au micro de Nicolas Pérez. Un renvoi qui, à mon sens, s'imposait. Mon client vit des conditions de détention qui sont extrêmement compliquées et difficiles pour des considérations que j'ai expliquées, c'est-à-dire que la détention, c'est effectivement un régime carcéral où il y a beaucoup de contraintes. Il y a des contraintes qui dépassent ce qui est admissible, c'est-à-dire qu'elles sont créées. Et puis, mon client a fait l'objet de plusieurs agressions. Il a été violenté, on refuse de prendre sa plainte, il n'est pas soigné convenablement. Et il finit par commettre l'impensable, c'est-à-dire la tentative de suicide, où finalement il fait l'objet d'une hospitalisation d'office. C'est extrêmement rare, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Et bizarrement, cette mesure prend fin quelques jours avant l'audience pour réintégrer sa cellule alors qu'il est en régime d'isolement, c'est-à-dire qu'il est isolé de la population pénale. Donc on ne peut absolument pas s'entretenir avec lui, sachant qu'en plus il a un traitement médicamenteux où je suis incapable de pouvoir échanger avec lui normalement. Et retrouvez des compléments d'informations sur cette affaire sur notre site TNTV News. Plus léger à présent avec l'inauguration de la passerelle Faworo à Teahupo'o. Elle a vu le jour après 1 an et 4 mois de travaux et permet désormais aux personnes à mobilité réduite de traverser le pont en toute sécurité. Mereteato et Veicharenauta étaient sur place ce matin.
Pas de pont, mais une nouvelle passerelle piétonne. Les habitants du bout de la route peuvent regagner leur faré en toute sécurité. Elle a été construite aux normes PMR. Magnifique, franchement. Je suis hyper contente et puis en fait ça soulage. Une année avec les travaux et tout ce qu'on vivait, franchement c'était étouffant. Mais aujourd'hui je suis carrément contente. Bon, il est plus costaud celui-là. Hein. C'est plus, comment faut dire, sécurisé aussi. Je trouve ça génial. Heureusement qu'il y a aussi la participation des JO là-dedans. Hein. N'empêche que c'est carrelé en plus. C'est super. Hein. Que l'on ait au moins un passage pour handicapés jusqu'au fond. Hein. Et bien sûr, encore une fois, ça va demander des finances. Hein. Très content de pouvoir inaugurer la passerelle de Tirhei. C'est un ouvrage qui a mis 16 mois à construire, de 44 mètres de long en acier, qui permet de supporter les crues centenales qui arrivent à Teahupo'o. Donc ça a vraiment été dimensionné pour les plus mauvaises crues qui puissent advenir. Les inondations, c'est ce que redoute le plus le maire de Tayarapu-Ouest. Il déplore que la construction d'un pont au fond de la vallée n'ait pu aboutir, faute de foncier. Mais il retient les avantages économiques que ressentent déjà les habitants. Depuis l'année dernière, beaucoup de jeunes ont monté leur propre entreprise pour pouvoir bénéficier des aides du pays et de l'État pour pouvoir acquérir du matériel, donc en matériel en bateau, en véhicule. Et aujourd'hui, donc, nous avons pas mal de foyers qui sont prêts et qui ont déjà commencé à avoir cette retombée économique. C'est surtout pour eux que nous, on est contents aujourd'hui. Du côté des acteurs touristiques, d'autres aménagements auraient certainement été les bienvenus. Je trouve que c'est un très bel ouvrage, c'est joli et tout. Moi, j'aurais aimé que ce bout de la route qui est là derrière vous soit aménagé comme certaines places à Utuarea ou je ne sais plus, quelque chose de magnifique pour nos touristes de l'année. Quand ils viennent, ils disent « that's it », juste la vague, il n'y a pas vraiment d'accueil. On aurait fait des farés artisanes ou des trucs comme ça. Mais enfin, l'espoir fait vivre. Autre aménagement très attendu, la tour des juges. Elle devrait être livrée ce mardi après-midi. Au volet sportif et plus précisément au football, l'AS Pire-Haye s'est imposé 6-0 hier soir au Stade Pater. C'est une belle entrée en matière pour leur premier match dans le tournoi de la Ligue des Champions de l'OFC. L'équipe de Pire-Haye veut décrocher une place en demi-finale, mais pour y arriver, ils doivent encore affronter les équipes fidjiennes et calédoniennes. On écoute l'un des joueurs au micro d'Olivier Huc. Comme tu dis, c'est une bonne entrée en matière, ça nous tenait à cœur, surtout que c'est nous qui sommes le pays organisateur. Donc là on est très content de cette soirée, malgré les 4 absents. Voilà, l'effectif qu'on a est quand même de qualité, donc on a pu le montrer aujourd'hui avec ce score assez large, cette victoire assez large. On avait un noyau très très complet et on est vraiment tous contents et on a encore 2 autres échéances. Donc on va donner le meilleur pour pouvoir accéder à cette finale qui nous tient cher ici à Tahiti. En fait c'est sur une action de jeu, je vois mon collègue, je vois que j'ai le décalage, donc je me propose, il entend bien mon appel, donc il me la met instantanément, par instinct je frappe et ça fait la 30-30, donc je suis très content de mon but et surtout de l'effectif et du collectif qu'on a pu vous montrer ce soir. Et pour terminer cette édition, je vous emmène à La Réunion. L'association Oriatea y a été créée en 2015. Aujourd'hui, elle regroupe près de 270 adhérents. Réunionnais et Polynésiens se réunissent toutes les semaines autour du Ori Tahiti. Camille Chatillon est allée à leur rencontre. Regardez. Continuer à danser, même à plus de 14 000 km de chez soi. Comme tous les mercredis, ces Polynésiens sont plus d'une trentaine à se réunir dans ce gymnase. Ça me tenait à cœur, en fait, de danser au sein d'Oriatea parce qu'à travers la danse, ça me permet de me retrouver dans ma culture et de transmettre en fait ces valeurs à mes enfants et à mon mari qui est rayonné. Donc c'était important pour moi de vivre à travers la danse pour eux en fait. Tahiti c'est vraiment loin d'ici, c'est 33 heures de vol pour y aller et le fait de partager ça avec les Polynésiens d'ici, c'est vraiment important et ça me tient beaucoup à cœur. L'association regroupe tous les âges et ne s'adresse pas qu'aux Réunionnais. C'est la part de ma maman et j'aime bien ma maman et donc j'aime bien danser.
Ça fait 2 ans qu'on en fait. J'aime bien la danse et au moins j'apprends une nouvelle culture. Créée en 2015 par Janine, Oliatea est une manière de continuer, de faire vivre ses origines. Ça me fait très plaisir de partager ma culture parce que ça me manque tellement. Donc là, c'est un petit peu de chez moi ici que je partage volontiers avec les Réunionnais, avec quelques Tahitiens quand même dans l'association. Et non, mais ça me fait vraiment chaud au cœur et moi je me sens bien. D'ici quelques mois, l'association participera à un grand concours de danse pour garder un petit bout de Tahiti, même loin de chez soi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas votre magazine To'u Whenua To'u Ora. Juste après, voyez la série Flash, puis Enquête exclusive vous emmènera en Tunisie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.